Salut les riders, salut les riders, j'espère que vous allez bien. On vous a proposé il y a quelques mois un best-of des VTT Enduro testés sur la chaîne. On se retrouve aujourd'hui avec Rémi et Jason pour vous faire la synthèse des 15 VTT Trail All Mountain qu'on a testés sur Endurobike. On va donc s'attarder aujourd'hui sur 15 VTT qu'on vous a présentés, des VTT Trail et All Mountain. Alors déjà, on peut peut-être définir ce qu'est un trail, un VTT Trail. Ouais. Pour moi, un VTT Trail, c'est quelque chose qui est entre 120 et 140 mm de débattement, qui va être hyper polyvalent, il va falloir qu'il pédale bien, qu'il soit quand même efficace en descente. Et pour moi, pour que ce soit un bon trail, il faut quand même que ce soit un vélo qui soit accessible pour tout le monde. En fait, c'est un peu le vélo de monsieur tout le monde. Voilà, c'est des vélos à tout faire avec lesquels on peut vraiment tout faire. Que ce soit des petites randonnées en terrain vallonné ou même de la montagne. Exactement. Voilà. Est-ce qu'on a différentes catégories de trail? Parce qu'on a tendance à tout rassembler dans la catégorie, c'est-à-dire des vélos qui sont en 120 mm de débattement derrière et des vélos qui sont en 150. Ouais, en fait, on a des vélos de trail qui sont un peu plus type All Mountain. Donc en fait, ils vont avoir plus de débattement. C'est la plupart du temps au niveau des fourches. Ouais. Et après, on a des vélos qui vont avoir moins de débattement et qui sont plus liés plus faits pour pédaler. Donc en gros, c'est la jonction entre le cross-country et l'enduro. Et je pense que la catégorie de trail a tout englobé là-dedans. C'est-à-dire qu'on parle plus vraiment de All Mountain, mais sur des vélos de trail avec des géométries, sur des vélos en 120-130 qui peuvent avoir des géométries des enduros qu'il y avait avant. Donc on a vraiment des vélos qui sont en plus petit débattement, mais qui ont vraiment des capacités assez étonnantes. On en avait certains qui étaient des mini-enduros pour des trails. Donc voilà, avec 125 ou 130 mm de débattement, avec des comportements qui se rapprochent plus vers la catégorie enduro, effectivement. Il faut savoir aussi que pour les marques, le classement, c'est pas toujours évident, parce qu'aux États-Unis, enfin en tout cas chez les anglo-saxons, la catégorie enduro n'existe pas vraiment. Chez eux, historiquement, le All Mountain, c'est le vélo pour faire la montagne, donc les gros vélos. Et le trail, ça englobe tout ce qui va depuis ce que nous on appelle l'enduro jusqu'au cross-country. Donc c'est vrai que parfois les marques peuvent aussi marketer un vélo en tant que trail, ce que nous historiquement on appelle un All Mountain, qui étaient les vélos pour faire de la montagne mais moins engagés. Donc c'est vrai qu'aujourd'hui tout se mélange un petit peu et pour moi oui, trail et All Mountain c'est un peu la même catégorie. Après de toute manière ça reste que des appellations et le vélo il a franchement des caractéristiques vraiment propres à lui-même. C'est ça, ils ont parfois leur petit caractère qui fait que c'est compliqué aussi de les mettre dans une catégorie. Ce que je vous propose c'est de commencer par les débattements les plus petits et finir par les débattements les plus importants. Ça sera le plus classique pour cette vidéo. Donc on va commencer par le Scott Spark qu'on a testé. Donc le Scott Spark 940. C'est toi qui l'as testé avec Gonz, Rémi, donc c'est toi qui vas nous en parler. Et du coup le Scott Spark, on est plutôt, on va dire, sur un petit trail. En fait, on est sur un vélo qui clairement est issu du cross-country. Le Spark, c'est historiquement le vélo de cross-country de chez Scott. Et ils l'ont décliné dans une version un peu plus énervée, avec plus de débattement. Et qui n'a pas renié quand même ses gènes de cross-country. Il pédalait super bien, surtout avec ce système de blocage de chez Scott qui permet le twin lock de mettre les deux suspensions avant et arrière en position intermédiaire ou en position bloquée. Donc ça permet vraiment d'être hyper efficace au pédalage. Étonnamment en descente, on était quand même sur un vélo qu'on voyait bien, on l'a bien aimé avec Gonz. C'est un vélo qui était très efficace. Après, ça restait un petit vélo. Dès qu'on commençait à rentrer fort dedans, bien sûr, on arrive assez vite aux limites, 120 mm de débattement. À l'arrière, avec une fourche en 130 mm. Pour rappel, le Scott Spark, on ne l'avait pas en version haut de gamme. D'ailleurs, c'était un peu une volonté. On avait la version 940 qui, à l'époque, était à 3 799 €. C'est ça. Bon, aujourd'hui, on est passé, pour le modèle 940, on est passé à 4 299 € avec l'inflation sur les vélos. Sur les vélos, enfin sur tout, on va dire. Et on a une petite particularité sur le Scott Spark, c'est que l'amortisseur est intégré dans le cadre. Voilà. Ça faisait des lignes super belles, mais c'est vrai que pour la mécanique, c'était pas tip-top. Voilà, mais c'est un peu atypique quand même. C'est vraiment la nouvelle signature sur les vélos Scott. Exactement. D'ailleurs, ils ont racheté ça à Bold, la marque Bold suisse.
Et maintenant, on retrouve ça sur tous les Scott. C'est vraiment leur signature. À qui tu destinerais ce Scott Spark ? Pour moi, le Scott Spark, ça va être soit pour un pilote peut-être plus aguerri qui veut un vélo à plus petit débattement, qui soit vraiment efficace sur la montée et en même temps qui va bien descendre. Ou alors, comme on disait, un petit peu pour le monsieur tout le monde qui n'a pas besoin d'un gros vélo, mais qui veut un vélo plaisir, qui va être efficace, qui va lui permettre de suivre les copains sur des belles sorties, même sur des très grandes sorties, des grandes randos. Voilà, donc plutôt un vélo pour faire de la distance, du pédalage et quand même se faire plaisir en descente. Ok, voilà. Impeccable. Je crois qu'on a tout synthétisé ce qu'il y a à dire sur le Scott Spark. On va passer maintenant à l'Ibis Replay AF avec toi, Jason, qui a testé la machine avec moi. Bah ouais, c'est vrai qu'on était tous les deux à l'essayer. Moi, je l'ai roulé dans le Var et toi, tu l'as emmené en vacances aussi, je crois. Ouais, j'ai pas mal roulé avec lui. Ouais. Il a fait plusieurs de mes spots et c'est vrai que ce vélo c'était une bonne surprise. Donc le replay c'est un 130-120. Ouais. Et 120 à l'arrière, 130 à l'avant. Exactement. Et avec la suspension en DW Link. Donc un petit débattement comme ça, c'est la première fois que j'essayais. Et c'est vrai que ça a été une surprise ce vélo parce que déjà, donc je roulais avec et c'est mieux. Ouais. Pour essayer le vélo, c'est mieux effectivement. C'est vrai que c'est mieux pour essayer les vélos et en fait, j'arrivais à faire des performances. Il pédalait, une efficacité au pédalage qui était assez surprenante. Ouais, et sans s'en rendre compte parce que c'était sur les Strava où je me rendais compte que les chronos étaient plutôt bons. Ouais, parce qu'il était en sensation, il était un petit peu avide, il était un peu plat en sensation, tu ne te rendais pas vraiment compte que tu allais vite. Faut savoir que la version AF, c'est la version du coup en aluminium, c'est la version la moins chère de l'Ibis Replay, puisqu'il existe aussi en carbone. On a ici un vélo qui est à 4 699 €, qui était en montage qui était, on va dire, moyenne gamme, même si c'était le haut de gamme de la version. Ouais, mais c'était quand même assez bien équipé, mais pas très luxueux. Donc on avait quand même un vélo qui était plutôt efficace, que ce soit en montée ou à la descente, mais avide en sensation. C'est ça, ouais. Il était assez plat, mais efficace. Et après, il manquait un peu de confort par rapport à d'autres. C'est vrai que le duo de suspension, je pense qu'il était un peu light par rapport aux performances du vélo. Ouais. Mais ce vélo-là était vraiment une bonne surprise. Moi, j'ai apprécié le rouler. C'était assez intéressant, polyvalent. Ouais, vraiment polyvalent. Il a ce qu'on veut d'un trail. Après, c'est vrai qu'il faut avoir un petit bagage technique pour l'emmener, ce vélo, parce qu'il manque de confort. Donc, si on n'a pas le bagage technique, il faut au moins avoir du physique. Ok, ça marche. À qui tu destinerais ce Replay AF? Justement, parce qu'il manquait un peu de piquant quand même, non? Il manquait un tout petit peu de caractère. Ouais, un peu plat et comme il manquait de confort, faut déjà avoir quelques années de vélo pour apprécier rouler le Replay. Un pilote expérimenté, quoi, en gros. Pas expérimenté parce qu'il reste assez facile de prise en main, mais par contre, niveau confort, faut avoir un petit physique, quoi. Okay. Bon, on passe maintenant à un vélo que tu as beaucoup aimé, Rémi, puisque tu l'as acheté, tu l'as commandé par la suite, c'est le YT ISO. C'est ça. Qu'on a testé en version Pro. Ouais, qui était donc le plus haut de gamme de chez YT avec le Kashima, les roues carbone. C'est un vélo, du coup, comme tu l'as dit, qui m'a beaucoup plu. En tout cas, qui a un gros potentiel, parce que celui qu'on a testé était exigeant. Très, très exigeant, ouais. Trop exigeant même. Il était trop exigeant. Et donc, du coup, c'est vrai que dans cette version-là, ça avait un peu desservi le rendu global, quoi. Moi, il m'a envoyé au tas, ce vélo. Ouais, non, il était... Clairement. C'était vraiment... Je m'en suis mis une très, très belle. J'ai fracassé mon casque, je crois, avec ce vélo. Ouais, mais du coup, moi, sur celui que j'ai acheté et sur lequel j'ai un peu tout modifié, c'est vrai que c'est un excellent cadre, un excellent châssis. Et pour moi, c'est vraiment un peu la synthèse, justement, du vélo trail, parce que si le montage est adapté, on a un vélo qui est relativement facile à prendre en main. Il faut quand même effectivement pas oublier qu'il peut être assez physique, ça reste une baramine le cadre. Il est un petit peu rigide quand même. Voilà. Ouais. Mais avec des roues alu, franchement, ça se marie plutôt bien. Ouais. Et avec une fourche en 140 devant, comme je l'ai moi sur le mien, avec un amortisseur un peu plus gros, c'est un vélo qui est... qui a un beau potentiel. On le sentait d'ailleurs, on le disait dans le test, quand on l'a testé, on disait qu'on le verrait bien avec une fourche en 140 mm, un petit peu plus costaude que la 34 en 130 mm qui était sur le Et ça roule super bien, il reste gaillard dans toutes les situations et il reste en même temps très efficace au pédalage, nerveux. C'est un vélo qui est précis, franchement un vélo que j'adore aujourd'hui à rouler, que je redécouvre du coup dans son nouveau montage, qu'on vous présentera peut-être
à l'occasion. Vous nous le dites en commentaire si vous voulez voir le montage de Rémi de son saut custom made in Rémi. Vous mettez un petit commentaire et puis on verra le nombre de likes et le nombre de commentaires. C'est ça. Et franchement, non, vraiment un très bon vélo trail qui a un peu deux visages. On peut l'avoir un peu plus calme, un peu plus sage ou un peu plus énervé selon le montage. Très polyvalent, vraiment très beau vélo. On a aussi un point sur ce vélo, c'est qu'il a un rapport qualité-prix imbattable. Là, on est sur la version Pro qu'on avait avec les roues carbone, elle est à l'heure actuelle à 4 799 €. C'est imbattable avec du Kashima, des roues carbone haut de gamme de chez DT Suisse. C'est quasiment imbattable, ça se fait nulle part ailleurs. Rappelons que Whitey est uniquement disponible sur le web, c'est aussi ce qui explique que le rapport prix-équipement soit canon. Avec ce montage-là, on avait aussi le plus léger de tous les vélos qu'on a testés. On était sans pédale à 12 kg 35, donc quand même très très light. Très light. On passe à la suite. Du coup, en petit trail, on a également le Marin Rift Zone qu'on a testé en version aluminium, c'est-à-dire le XR en aluminium et le CXR, donc le Carbone XR, qui n'est pas tout à fait le même vélo. Tu en as un, le Carbone XR, qui est en 125 mm de débattement à l'arrière et 140 à l'avant, qui est super bien équipé également, qui sort aujourd'hui à un tarif de 4 699 € et qui avait un comportement, assez pétillant, tout plein de fun, Il est moins polyvalent que le Itzo, puisqu'il pédale moins bien. Il faut dire que les roues sont moins qualitatives. C'est pas des roues carbone qu'il y a dessus, c'est des roues aluminium de chez Marine Bike et qui sont pas forcément très très haut de gamme. Et du coup, c'est l'élément qui a changé sur ce vélo. Par contre, on a un équipement qui est quand même pour le tarif assez très très bien placé, avec un amortisseur à ressort Fox et puis une Fox 36 Perf Elite. Donc, c'est ce qui se fait quasiment de mieux sur le marché sur ce segment. Le Carbone XR, du coup, est vraiment joueur, très maniable. On l'a essayé tous les deux. Et pour moi, de toute façon, de tous les vélos trail qu'on a essayé, c'est le plus fun. Ouais, c'est le vraiment, plus marrant. Tu pousses dessus, tu fais des bunnies plus haut qu'avec tous les autres. Il réagit, la suspension, il y a du pop dans la suspension. Il réagit sur les sauts, sur des whoops. Pour moi, c'est le plus fun des trails qu'on a essayé. On a d'ailleurs quelques copains qui l'ont acheté et qui se sont régalés, même en bike park. Moi, je pense à Guillaume, qui est un beau gaillard. Et puis un bon garçon, en bike park, il l'envoie comme un enduro. Ouais, exactement. Assez impressionnant, un Monclar avec dans les cailloux et tout ça, mais il s'en est mis une belle aussi. Également, ça c'est le pilote, c'est pas le vélo. Et du coup, la version en aluminium, c'est la version XR, elle a 130 mm de débattement derrière, toujours 140 mm à l'avant. Elle est forcément moins chère, elle est à 3 499 €, ce qui est quand même relativement compétitif vu l'équipement qu'elle a. Et il n'a pas tout à fait le même caractère, du coup il est un petit peu moins fun, mais il est plus stable, il est plus typé, il orne plus vers l'enduro que vers le trail. Il est aussi très intéressant parce que c'est un vélo qui est quand même assez homogène et qui est plutôt bon partout et qui a un petit tempérament sympa. Moi je l'ai testé au jet avec Max et on a été vraiment ravis de cette petite machine. Voilà. Abordons un modèle maintenant qu'on a beaucoup roulé, tous quasiment, dans l'équipe, puisqu'on l'a récupéré pour faire beaucoup de sujets. C'est le Cannondale Habit, qui est un 130 mm avec des fourches de 140 mm. On en a testé deux. On a testé la version entrée de gamme 6, qui a disparu du catalogue et qui est maintenant la 5, sur laquelle il y a une tige de selle télescopique en plus. Il y a une RockShox 35 Gold devant, donc une fourche un peu plus gaillarde que la Recon qu'il y avait sur le vélo, sur le 6. On a testé également la version SE, qui est la version énervée du Habit, donc avec une RockShox Lyrics. Le débattement ne change pas, mais par contre l'équipement est un peu plus sévère. Et puis le cadre est en carbone en plus. Et le cadre est en carbone et on avait du coup une belle peinture caméléon. C'était vraiment joli, très joli, très joli. Alors le Habit, je trouve qu'il est encore au catalogue, mais qu'il demanderait, il est un peu vieillissant quand même. Ouais. Déjà, celui-là, ça a été le premier vélo trail le plus fun. Maintenant, c'est le deuxième. Maintenant, il a reculé un peu parce qu'il y a eu des modèles. C'est vrai qu'il a quelques années. C'est vrai qu'il faudrait le revoir par rapport à tout ce qu'on a essayé. C'est vrai que la suspension, elle fonctionne pas aussi bien que d'autres trails. On sent qu'il a quand même un petit peu vieilli. Ça fait des années qu'il est au catalogue et puis du coup, il est un petit peu moins moderne. L'angle, il n'est pas aussi ouvert que certains. C'est ça, les géométries. Quand on voit un taille M, c'est vrai que c'est un vrai taille M. Le taille L, il est un peu trop long. Les géométries, je trouve qu'elles c'est un peu. Elles ont pas mal évolué. Mais après, ça reste un bon vélo.
Ça reste un bon vélo, il est assez polyvalent. Enfin, voilà, de toute façon, comme tu l'as dit, hein, le Habit 6, on l'avait et c'est là où on a fait toutes nos upgrades. Donc, le vélo, on le connaît par cœur, on l'a roulé dans tous les sens et tout le monde. Exactement. Donc c'est vrai que c'est un bon vélo de trail qui est plus typé fun qu'efficace au roulage, mais c'était un bon vélo. Là, il commence à 2399 € avec la version 5, et puis la version SE est à 4499 €, donc ça reste quand même assez compétitif sur le marché. Ouais. Et voilà, mais je pense qu'il y en a un qui va sortir dans pas longtemps. On croise les doigts pour en récupérer un. Ah bah oui, voilà. J'espère bien. Ensuite, moi, un vélo qui m'a beaucoup plu, c'est le Hope HB 130. Le Hope HB 130 qui a une qualité de construction qui est assez ouf. C'est un vélo ultra précis et qui était très polyvalent. Il grimpait bien, il descendait bien, il était fun, il y avait du pop. Franchement, c'est un excellent trail bike. Est-ce que tu l'avais essayé avec Paco? Moi, j'avais essayé avec Paco. C'est vrai que la finition, le bras arrière en alu, c'était même le triangle avant en carbone, c'était magnifique la finition. Alors là, il est disponible plus en kit cadre uniquement à 4250 €. Ça fait, c'est assez onéreux, mais bon, rappelons que c'est un cadre en carbone qui est fabriqué en Grande-Bretagne à la main et non en Asie. Donc ça compte un petit peu aussi. Mais clairement, honnêtement, pour lui trouver un défaut, on n'en a pas trouvé. Moi, juste, est-ce que c'est toujours d'actualité pour moi, sur le HB 130, on avait des composants qui étaient propriétaires, notamment, je crois, le moyeu arrière. On ne peut pas mettre n'importe quel moyeu. Enfin, il y avait un centrage qui était séparé. Ils ont rectifié et puis ils ont mis des axes standards. D'accord. Donc, du coup, on a perdu ce point négatif. Donc, effectivement, à part le prix, il est vraiment parfait. Et encore, est-ce que vraiment c'en est un? Ça vous de juger, ça. Voilà. Un autre VTT Trail qui a du piquant, qui a des gènes canadiens, c'est le Kona Process 134 en carbone. Donc celui-là, il était vraiment très joueur également. On sent les gènes canadiens. Et c'est un vélo qui avait de la fougue, qui avait du pop, enfin qui a du pop, et qui est vraiment très intéressant à rouler. Arthur a été vraiment enchanté du Kona Process. Je l'ai aidé à tester cette machine. Bon, c'est vrai que quand ça commence à aller vite, il faut la tenir parce que c'est un vélo qui est très nerveux. Son seul petit défaut, c'est son tarif. Le positionnement tarifaire est quand même assez haut perché. On est à 7499 avec un équipement qui n'est pas forcément ultra haut de gamme puisqu'on est sur des suspensions RockShox. Mais sinon, c'est vraiment un trail qui est vraiment très très intéressant. Je ne sais pas si tu te souviens quand on était allé faire la vidéo des gros Kona à Annecy. Oui. Le responsable de Kona France disait que justement, ce petit 134, c'était devenu son vélo de tous les jours, alors que lui, il roule dans des terrains engagés. Bon, si un autre gars en niveau de riding, il n'a pas le pilote de très haut niveau. Mais dans l'absolu, c'était son coup de cœur dans la gamme Kona. Lui, c'était son vélo de tous les jours. C'est vrai que c'est un très très bon vélo. Très 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 bon vélo. Ouais. Et du coup, tu le conseillerais à qui? Tout le monde? En fait, c'est un vélo qui est assez attachant, qui invite à rouler fort, mais il faut faire attention parce que ça peut être piégeux, parce que ça reste qu'un 134, et puis en fait, tu te sens un peu poussé des ailes, tu as tendance à rouler vite, et tu peux vite partir à la faute, donc il faut quand même avoir un petit bagage technique pour plutôt déjà des pilotes qui ont un peu de bouteille, mais qui ont un peu de bouteille et qui aiment bien les vélos qui ont du répondant et puis qui ont du caractère. Voilà, parce que c'est un vélo de caractère. Ça marche. Maintenant, on va passer à notre coup de cœur. À l'un de nos coups de cœur. Ouais. Parce qu'il y en a plusieurs quand même. Oui, c'est vrai, mais celui-là, dans les trails, ça a été vraiment notre coup de cœur. Et c'est le Giant Transix. Et c'est vrai qu'on a vraiment apprécié rouler ce vélo. Sincèrement, ce vélo, il répond, il coche toutes les cases d'un vélo de trail. Il est accessible, il est efficace au pédalage, il est efficace en descente. Il avait l'avantage d'avoir un flip chip et de pouvoir avoir deux géométries suivant ce que tu préférais. C'est vrai qu'on avait une version qui était aussi très bien équipée puisqu'on avait des roues carbone sur cette version. Elle était quand même assez ouf en tarif puisqu'on était à l'époque à 5800 €. Donc avec un groupe haut de gamme, des suspensions haut de gamme, des roues carbone, c'était vraiment un bel exploit d'arriver à ça. Et du coup, ça donnait un vélo avec beaucoup de qualité. Il y avait très très peu de défauts. Alors moi, ce que je regrette personnellement, c'est qu'à l'heure d'aujourd'hui, en fait, ce niveau de gamme, c'était l'Advanced Pro 1, je crois. C'est ça. Et aujourd'hui, il a disparu du catalogue. Et du coup, il n'y a plus que le modèle entrée de gamme en carbone et le modèle haut de gamme en carbone. Et puis, il n'y a plus de milieu de modèles intermédiaires aussi bien équipés.
Donc ça, c'est vraiment dommage parce qu'on a perdu un peu le coup de cœur du... Bah ouais, parce que sincèrement, ça a été vraiment une surprise. Hein. Le système de suspension Maestro, il fonctionne super bien. Avec le flip chip, on avait un vélo qui était vraiment efficace. Enfin, moi, c'était limite un on aurait cross-country, pu avoir un 150-150 alors qu'on n'avait que 135 mm de débattement derrière. Et tu te rapproches vraiment du All Mountain, mais un All Mountain bien polyvalent quand même. Donc ça, c'était un petit bijou. Puis en plus, il avait une ligne... Moi, c'est le premier Giant que je kiffe de manière visuelle, parce que d'habitude, il y a une cassure entre l'avant et l'arrière. Et là, c'était vraiment très homogène et très réussi. Du coup, toujours dans la même catégorie de débattement, 130 derrière, 150 devant, on a le Mondraker Raise. Et ça, c'est encore toi, Hugo, qui l'a testé. Eh oui, pour changer. Et avec Pacôme, je crois, qui n'est pas aujourd'hui. Avec Pacôme, exactement. Alors là, on attaque une machine vraiment saillante, cinglante, et vraiment pas faite pour tout le monde, puisque c'est un petit missile, mais très précis, tranchant, et vraiment qui pardonne pas grand-chose. Donc c'est une belle machine de race. Par contre, il faut faire attention à ne pas mettre entre toutes les mains. C'est une machine bien finie, avec pas mal de qualité. Par contre, très rigide, du coup, au niveau confort, on peut vite se faire chahuter. Il faut, quand ça... Dans les champs de racines ou des trucs comme ça, il faut vraiment bien tenir la machine et être très précis parce que sinon tu pars à la faute. Donc il est exigeant techniquement. Exigeant techniquement, mais par contre, confort, par contre, c'est un régal pour ceux qui aiment bien les machines raides, vifs et précises. En termes de prix, on était à 7 699 €. On est pour la version, à l'heure d'aujourd'hui à 7 699 €. On a testé la version RR, donc qui est une version qui est assez haut de gamme. Et on avait une petite particularité sur ces Mondraker-là, enfin sur tous les nouveaux Mondraker, c'est le Mine, c'est une télémétrie en fait, tout simplement, intégrée dans le vélo, donc qui mesure comment fonctionne la fourche, l'amortisseur, et qui vous fait retransmet ça sur une petite application qui est reliée au vélo directement. J'ai bafouillé un petit peu, je suis désolé. Comme quoi, sur les mêmes débattements, on peut avoir vraiment des comportements très différents. Ah oui, des comportements et des vélos complètement différents. Et des personnalités très différentes. D'ailleurs, c'est une orientation de chez Mondraker. Ils sont très typés race et ils l'assument pleinement, de toute manière. Alors, encore une machine que j'ai essayée. Avec Arthur, cette fois-ci, je crois. Non, avec Edgar qui a quitté l'équipe assez rapidement parce qu'il s'est lancé dans une carrière de musicien. Voilà, une carrière pro de musicien. Donc ça, c'est super cool. C'est le Radon Slide Trail, donc en carbone, puisque maintenant il existe en aluminium. Donc on avait testé la version 10.0, qui est une version haut de gamme, mais qui à l'heure actuelle reste encore le meilleur rapport prix-équipement du marché, puisque là on a un trail en carbone avec des suspensions Fox Factory Kashima et puis un groupe assez haut de gamme pour un tarif qui est sous les 4 000 €. Donc ça, c'est exceptionnel, introuvable. Après, on a un vélo qui accuse quand même le poids des ans, pas le poids des ânes, hein. Le poids des années, puisque la géométrie est quand même moins moderne que ce qui se fait actuellement. Et on a un vélo qui est plutôt bon partout, mais qui manque un petit peu de caractère et ça manque de pop dans les suspensions. Après, ça reste un bon vélo. Il n'y a plus de mauvais vélos de toute manière à l'heure actuelle, mais il est un petit peu fade, quoi. Peut-être un vélo pour qui alors ce vélo? Moi, je pense que quelqu'un qui veut commencer et qui veut pas mettre trop d'argent, en tout cas qui veut un beau vélo pour le prix. Ouais, c'est un beau vélo. Quitte à upgrader après le cadre, quoi. Voilà, il y a des beaux équipements dessus. Après, c'est un vélo qui est facile de prise en main, donc pour les débutants, ça ira. Et même quelqu'un qui n'est pas débutant, il y trouvera son compte, hein, puisque c'est un vélo avec lequel tu peux quand même relativement tout faire. Elder l'avait pris pour faire un trip en montagne, donc ça n'a posé aucun problème, et puis il avait kiffé le vélo. Signe que c'est un vélo qui peut quand même convenir à tout le monde, même si pour moi, il manque un petit peu de caractère. Personnellement, je préfère que les vélos qui ont un peu plus de pop, qui sont un peu plus vifs. Voilà. Ça roule. Alors on s'attaque maintenant aux VTT qui sont plutôt à catégoriser dans les vélos All Mountain, puisqu'on a des débattements de 150 mm à l'arrière et à l'avant. On commence par toi, Rémi, qui a testé le BH Lynx Trail en carbone. C'est ça, le 9.5. Ça a été un vrai coup de cœur pour moi. C'est un vélo que j'attendais pas vraiment parce que BH n'est pas la marque la plus connue sur le VTT. Voilà, c'est pas les plus. Ils sont plus connus dans le XC, sur la route, très connus en route. Et ils ont vraiment sorti un vélo qui était un vélo de trail un peu all mountain qui est hyper convaincant. Il y a 150 mm de débattement avant-arrière qui sont hyper nerveux. Il est hyper bien bon au pédalage, hyper facile. Et ça, c'était top. Donc vraiment un vélo qui était un régal à ce niveau-là. En descente, 150, ça permet quand même de voir venir, de bien s'amuser.
Et honnêtement, à part peut-être un caractère un petit peu trop vif, un petit peu trop répondant, qui fait que pour des pilotes qui sont moins techniques, moins physiques, ça peut surprendre et le rendre peut-être un peu exclusif. Je crois que dans le test, tu disais qu'il fallait le tenir quand même quand ça allait vite. Quand ça brasse et que ça va vite, comme c'est un vélo très, très vif, très nerveux, effectivement, ça peut brasser un peu. Mais voilà, quand on a le bagage pour le tenir, c'est un petit régal et voilà, c'est vraiment un vélo à la frontière du trail all mountain. Vraiment tip top. Tu avais testé la version 9.5 à 5 999 €, qui était plutôt très bien équipée pour le tarif, le positionnement tarifaire. On avait un groupe haut de gamme, des suspensions Kashima, on avait des roues Raceface, mais haut de gamme, on a lu. Vraiment un très très bon vélo. Un petit coup de cœur d'une marque que j'attendais pas. Ok. Voilà. On va parler maintenant d'un VTT qui a également un excellent rapport prix-équipement. C'est le Rose Route Miller. C'est un VTT en aluminium. On avait testé la version la plus haut de gamme. Aujourd'hui, elle sort à 3 931 €. Il faut savoir que pour ce prix, vous avez quand même des suspensions haut de gamme de chez Fox, donc du factory, un groupe XO1 et un montage qui est quand même assez ouf pour ce tarif. Le Route Miller, c'est un VTT en aluminium qui fait 150 mm de débattement derrière et 150 mm devant. C'est un VTT qui a du caractère, disons-le franchement, qui est assez rigide, donc qui est peut-être pas fait pour tout le monde. Moi, personnellement, je l'ai trouvé trop raide pour moi. C'est un peu à l'image du Mondraker Race. Il est précis, il est vif, il est polyvalent, sauf que bon, vous n'avez pas l'impression d'avoir 150 mm de débattement. Enfin, moi, mon ressenti à moi, c'est tu l'as roulé un petit peu toi aussi. Parce que tu l'as roulé avec Arthur et en fait, je l'ai piqué sur quelques sessions Arthur. Et c'est vrai que le caractère qu'il a, il manquait de confort. Il est exigeant physiquement. C'est vrai que moi, il m'a brassé, il m'a un peu fatigué. Et par contre, il a un petit tempérament sympa, il a du pop, et puis il y a moyen de bien s'amuser avec cette machine. Mais premier abord, c'était vraiment le rigidité, quoi. Voilà. Donc c'est vrai que. Donc à pas mettre entre toutes les mains, je pense. C'est ça, exactement. C'est un bon vélo, mais qui est exigeant. Voilà. Bon, on termine, Rémi, avec une machine qui est assez atypique, qui sort un peu du cadre. Exactement. Voilà, que tu as testé avec Gonz. Ouais, le Stump Evo. De chez Specialized. Specialized, exactement. Stump Jumper Evo. C'est, comme tu dis, un vélo qui est atypique parce que c'est comme ça que Specialized l'a conçu. Ils ont vraiment un but avec ce vélo, c'est d'aller chercher d'aller explorer un terrain qu'on n'explore pas d'habitude. Et si je devais le résumer, je dirais que c'est un vélo qui a une géométrie qui est hyper agressive, hyper extrême, et qui du coup le destine vraiment à un certain type de vélo. On parlait tout à l'heure de ce qu'était un vélo all mountain. Pour moi, le Stump, c'est vraiment un vélo pour faire de la montagne, du très raide, du pentu. Et contrairement à un enduro, c'est par contre pas un vélo qui est fait pour absorber tout ce qui passe, d'aller à bloc dans les descentes, parce qu'on a quand même un vélo qui n'a que 150 mm de débattement et qui sont pas ultra bien gérés surtout. Il tabasse un peu au niveau du débattement, il n'est pas hyper confortable, mais par contre, il a une géométrie qui permet de s'attaquer à des trucs verticaux. Je veux dire, on irait s'engager sur des chemins d'escalade en descente. Franchement, je pense que ça se ferait, quoi. Il est il a une géométrie ajustable et il est très ouvert. C'est ça. Alors effectivement, ça c'était aussi très vrai avec l'ancien Stump qu'on avait essayé tous les deux, qu'on a eu tous les deux en tout cas. Voilà. Le nouveau est beaucoup plus ajustable. On peut avoir 6 ou 7 positions différentes, des hauteurs de boîtier de pédale, des angles de chasse, des longueurs de base différentes. Maintenant, il reste quand même un vélo qui est assez gros, assez lourd. En tout cas, surtout dans cette version-là qu'on avait. C'est le plus lourd vélo trail qu'on a essayé. On était sur la version entrée de gamme Alu. Evo. Alu. Ouais, donc c'était effectivement aussi pour ça, mais voilà, un vélo quand même assez lourd. Qui est aujourd'hui à 4 400 € quand même. Ouais. Voilà. Donc vraiment un vélo qui est très typé et donc qui perd un peu cette polyvalence et qui ne va pas s'adresser à tout le monde. Je pense que c'est vraiment pour quelqu'un qui fait de la montagne, mais de l'exploration, on va dire, en montagne. En tout cas, pas quelqu'un qui va vouloir descendre des pistes de bike park, aller faire de l'attaque partout, ou qui a une pratique polyvalente, un peu montagne, un peu plaine. Voilà.
Bon, du coup, avec les 15 vélos qu'on a essayés, vous avez vu que on a vraiment des caractères bien différents sur chaque vélo. Il y en a qui sont plus typés race, qui pédalent, et il y en a qui sont vraiment axés fun. Ouais, donc on a vraiment des vélos la catégorie qui sont très différents. Elle rassemble quand même pas mal de vélos différents pour des utilisations différentes et pour des goûts différents également. C'est ça. Vous avez vu aussi qu'on a pas mal parlé de bon rapport qualité-prix. C'est pas un hasard, c'est vraiment une catégorie un peu phare sur laquelle on va avoir beaucoup de personnes qui sont ciblées par ces catégories-là. Et du coup, y a beaucoup de marques de VPC et de marques en général qui essayent d'être hyper compétitives sur ce segment-là parce que c'est là qu'il y a des marchés en fait. C'est un peu le cœur de gamme de toute manière. C'est ça, voilà. J'espère que cette vidéo pourra vous aider, que vous avez bien apprécié nous regarder, et puis si vous êtes encore là, c'est forcément que vous avez bien apprécié. Ou vous êtes endormi. Oui, ou que vous vous êtes endormi. On vous rappelle que tout ce que vous avez là, tous les modèles qu'on a testés, vous pouvez les retrouver en article, en essai complet sur le site enduro-bike.com. Vous pouvez aussi retrouver les vidéos dans la playlist Bike Test, du coup directement sur la chaîne. Et nous, on se dit à la semaine prochaine. Si vous avez n'importe quelle question à nous poser sur n'importe quel modèle, vous le faites en commentaire. On vous répondra avec plaisir. On se dit à la semaine prochaine. Ridez bien, ridez safe. Ciao. Ciao. Entre les verres de bière, c'est bien ça. On y va, c'est parti. Allez, en même temps, regarde, hop, ça fait 2 verres de mou.